Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit. En tout cas, bienvenue à vous tous pour spécial Libre Antenne, pour ceux qui connaissent, les habitués, les nouveaux, ceux qui connaissent pas, les GG, ceux qui se sont perdus. En tout cas, bienvenue. Grand bonjour à la régie, grand bonjour aux modérateurs et évidemment à tous les métanautes. Les vrais, les anciens, les ex-métanautes, parce qu'il y en a aussi, tu vois, ça existe, il faut bien le dire, tchatiens, TSiens, ça dépend de votre tribu, hein, parce qu'on est tous dans des tribus, c'est la grande mode des tribus en ce moment, le tribalisme. On en parlera de toute façon en deuxième partie, dans la première partie, on fera plutôt de l'actualité, du débunkage d'actualité de façon générale, et en deuxième partie, on attaquera plus sur l'actualité aussi, mais sur un débunkage précis. Alors voilà, l'actualité, je suis comme vous, on est tous à l'affût de ce qui se passe, à l'affût de ces changements. Il y a une situation qui est en train d'évoluer en Europe, puisque forcément, il y a des partis qui sont tous aux aguets pour un changement, ces partis dits nationalistes, un mot qui fait bien peur, et peut-être qu'il va falloir aussi savoir ce qu'il y a derrière, parce que on est dans une situation où on voit bien, soit on se fait complètement absorber par tous ceux qui nous proposent d'aller vers l'Union européenne, le grand mondialisme, aller se fondre. Alors, il y a plusieurs versions, hein, vous savez, c'est comme le cake aux fraises avec la chantilly. Alors, vous avez la version Macron. Hein, ça, c'est Macron, c'est intéressant. Il s'est présenté cette semaine dans un grand meeting. Il nous a refait des Mussoliniades ou des Hitlériades, je sais pas, c'est dévoilé d'un coup, littéralement il se casse la voix, en plus il a pas trop l'habitude, et là il était déchaîné, il a battu valse sur toute couture, là, je veux dire, là on était, waouh, il était parti dans un discours endiablé, devant une foule conquise, avec toujours, on est à l'ère évidemment de ce monde multiculturel, donc il faut donner cette image-là, vous voyez, de ce monde multiculturel sur lequel on s'appuie, sans jamais évidemment aller creuser, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, parce que les mots, ils ont du sens, ça c'est la grande phrase, vous connaissez, si les mots ont un sens, les mots ont un sens, et on oublie souvent que, on nous présente toujours, je vous dis, des mots comme des concepts qui deviennent des slogans, et à force deviennent creux, puisqu'on les utilise comme des défenses de slogans, qui sont des tasers idéologiques dans certains cas, mais qui sont aussi toujours des espèces de réflexes de défense. Et Macron, donc, qui présente son projet, alors toujours, vous le savez très bien, qui se porte à des... Alors, c'est un débat intéressant, ceci dit, intéressant, parce qu'il faut pouvoir le décrypter, mais Macron est vraiment le candidat, comme la droite, qui propose d'anéantir le système social français, de rénover tout le système, tout le système du travail, on envoie bouler le code du travail, c'était pas suffisant avec la fameuse loi Macron, d'ailleurs il a toujours dit on n'est pas allé assez loin, pour lui c'est quelque chose que il faut exploser, il est prêt pour ça à supprimer toutes les cotisations sociales pour les reporter sur la CSG, c'est ce qu'il a expliqué, donc à voir, j'imagine qu'il y aura encore des débats là-dessus, mais quand on y réfléchit de toute façon c'est évident, c'est faire porter le système social aussi par tout le monde, ce que quelque part, certains appelleront de leur vœu, mais une fois de plus, c'est de toute façon, in fine, quand même, les plus pauvres qui vont payer, parce que il a dit, on verra, les petits retraités, je touche pas, on connaît, on va voir, mais ça va porter atteinte aux revenus les plus faibles, puisqu'ils vont payer une part plus importante. Alors c'est vrai que peut-être il y en a certains qui se retrouveront au milieu, je sais pas exactement, en plus, comment, est-ce que ce sera suffisant pour financer tout, ou alors on va nous expliquer, non, on va effectivement réduire le système social. On a Fillon qui propose à peu près la même chose, puisqu'il dit je vais abattre le système social, je vais faire des coupes, 100 milliards, 500 000 fonctionnaires, etc. Donc on est dans une logique de sable du système social. Alors j'ai envie de dire une version gauche, Macron, c'est comme le Kinder Surprise, vous voyez, c'est bon, c'est du chocolat, puis
il y a un petit jouet dedans, mais le petit jouet risque de ne pas être à la hauteur. Et puis vous avez la version, j'ai presque envie de dire, c'est le Galac, hein, tu vois, c'est voilà, c'est présenté, c'est du chocolat blanc, c'est voilà, c'est tout du chocolat, mais voilà, vous allez l'avaler et vous allez comprendre que voilà, ça n'a peut-être pas le goût du chocolat. Mais en fait, bon voilà, je rigole évidemment avec ces métaphores, mais c'est pour dire que on a bien les deux candidats qui, je trouve, voilà, on a le versant droite, le versant gauche, là, vraiment, bon. Alors après, Macron, évidemment, il faut s'attarder, parce qu'il a fait pas mal de propositions, finalement, dans ce truc-là. Alors, il a évoqué l'idée de créer une police de renseignement dédiée au quartier. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Il parle de réhabiliter la police de proximité, hein, puisqu'il a dit c'est une police hein, voilà, qui n'était pas seulement destinée à faire jouer au foot les policiers hein, et les gens de la cité, mais qui avait une relation de proximité. Il parle de rétablir du renseignement dans les cités. Alors en vue de contrer le terrorisme, ça c'est évidemment, bon, bah, c'est l'excuse qui est trouvée. Moi je me demande qui sait vraiment qu'on va surveiller. Est-ce qu'on ne surveille pas déjà assez? Enfin bon, je sais pas, hein, cette police, police secrète, hein, parce que c'est présenté tel quel, police de renseignement, donc vous voyez, un peu quelque chose qui serait, qui reste presque deux pas entre une police et une police politique, là. Enfin, c'est dans le projet. Il parle d'investir. Alors, ça fait quand même 30 ans, 40 ans, hein, qu'on nous a expliqué le même discours sur les quartiers. Hein, amis qui habitaient dans les quartiers, qui nous regardaient, ceux qui ont un peu plus de 20 ans, qui se rappellent déjà depuis les années 80, on en est encore là. Donc moi, j'ai à un moment donné, il faudrait peut-être se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Parce que ce discours sur « on va réhabiliter l'urbanisme », on l'entend depuis les années 80. C'est déjà ce qui avait inspiré la création du ministère de la Ville à l'époque. Hein, qui est sous Mitterrand, pour justement faire une politique de la ville, avec des milliards et des milliards qui ont été injectés dans ces quartiers. Les politiques de rénovation urbaine, elles ont eu lieu, elles ont lieu encore en cours. Ça fait des années, tous les centres-villes, je veux dire, on n'en est plus justement dans les années 60, ce serait presque caricatural de dire ça, puisqu'il y a eu un investissement massif. Mais ce qu'on refuse de voir, de toute façon, c'est toujours... Vous voyez, par exemple, là, dans le problème, on nous dit « Ah ben, c'est encore... c'est parce qu'il n'y a pas assez d'investissement. Hein, il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de milliards qui sont injectés dans la politique de la ville. » Mais en revanche, parce qu'au nom du politiquement correct, parce qu'on n'a jamais le droit, évidemment, comme je vous dis, toujours les lignes du débat, la doxa bien posée, qui empêche de dire « Mais attendez, dans ces quartiers, est-ce que aussi les gens qui y vivent n'ont-ils pas fait en sorte que ça devienne le ghetto par leurs actes qu'on appelle très gentiment, par euphémisme, des incivilités, hein, pour rester poli. Mais quand il y a des gens qui pissent dans les cases d'ascenseur, qui défoncent les boîtes aux lettres, qui rendent la vie infernale, qui occupent la rue, et lorsqu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent vous voir, ils sont interrogés, c'est ça la réalité. Ça, c'est la réalité des quartiers. Donc si cette réalité-là, elle existe, là, on va quand même pas me dire, c'est parce qu'on va injecter des milliards pour rétablir la peinture, refaire les portes et les interphones, que ça va s'améliorer. C'est à un moment donné se poser les vraies questions. C'est un peu, je trouve en France, une espèce de politique comme ça, toujours de conséquences, où on nous parle des conséquences. Et c'est un peu ça, Macron, il a eu plusieurs exemples dans... son discours, en particulier à un moment donné, il a évoqué une anecdote qui s'était produite pendant sa campagne, où il a rencontré une petite fille qui lui a signifié qu'elle voulait être traductrice, mais quand il lui a demandé, oui, mais tu veux alors voyager où, etc., c'est quoi qui t'intéresse, la petite fille s'est adressée à sa mère, qui lui a parlé en arabe, et là, il a compris qu'en fin de compte, cette petite fille voulait être traductrice pour, dixit, que sa mère puisse entrer dans la République. Alors, on apprend ensuite, lui-même, de son anecdote, que cette mère serait née en France et que la petite fille aussi serait née en France. Et là, on nous dit, oui, d'accord, c'est encore la faillite des écoles, etc. Non, là, faut quand même se poser les vraies questions. On ne va pas me dire que c'est la faillite des écoles. Quelqu'un qui est né en France, il en vient à ne même pas parler français. C'est là qu'il faut se poser la question. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé là? Et ces questions, on s'interdit de les poser. Parce qu'on vous répond, bah, la réponse est toute faite. C'est la faute de l'État, c'est la faute de la France, c'est la faute de la République.
voilà, ce qui est complètement abstrait, puisque les écoles, il y en a partout, la scolarisation est obligatoire en France, hein, jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est la loi, donc en priori, en théorie, toute personne qui habite en France de surcroît va pouvoir avoir accès donc à l'éducation, à l'école publique, gratuite, laïque, et obligatoire. Hein. Mais voilà, si on me dit que cette personne ne parle pas français, c'est que on se pose pas la question, mais est-ce qu'elle a souhaité aussi s'intégrer à la France? Est-ce qu'elle a voulu s'intégrer à la France? Est-ce qu'elle a fait aussi cette démarche? Parce que moi, ce que j'entends dans le discours de Macron, il nous répond qu'on va nous mettre des écoles partout, etc. Demeurant, il y en a partout, des écoles. Mais bon, est-ce que ça va, c'est ça qui va faire et qui va changer le fond des mentalités? Et c'est ça de question qu'on ne veut pas se poser. Parce que c'est de l'impolitiquement correct. Parce que ça dérange. Parce que, oui, ça force à mettre les pieds dans le plat, à regarder certains problèmes de front et de réel, mais voir l'irruption du réel, c'est toujours beaucoup plus compliqué, effectivement. Effectivement, parce que ça pose à poser certaines questions. Mais là, c'est des choses qui sont devant nous. Alors, après, voilà, bon, évidemment, bon, je parle pas de tout l'aspect, il se présente candidat du travail, comme je vous ai dit, c'est juste l'application des GOPÉ, et ce que demande l'Union européenne depuis longtemps à la France, c'est-à-dire flexibilisation totale et qu'elle fasse voler en éclats son système pour qu'on applique enfin ce que demande l'Union européenne depuis longtemps, c'est-à-dire un régime d'assurance chômage complètement transmuté, modifié, avec des conditions qui ressemblent plus aux autres pays européens, qui soient plus drastiques. On nous demande effectivement des conditions qui fassent voler en éclats le code du travail et tous les acquis sociaux, parce que ça correspond pas aux standards que veut l'Union européenne, avec ce qu'ils appellent le marché du travail et leur flexibilité. Donc voilà, bon, ça c'est le candidat de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans son programme, donc je vous dis, il y a tout cet aspect-là qui dit, bon, voilà, alors évidemment, on nous vend par derrière, il nous vend clairement l'Union européenne, hein, toujours avec les peurs d'ailleurs, hein, il n'a pas autre chose, puisqu'il dit, sans l'Union européenne, c'est le chaos. Il n'explique pas pourquoi. Sans l'Union européenne, on a tout à perdre. Puis, vous avez des abrutis avec des drapeaux européens qui crient. Voilà. C'est ça, qui ne comprennent pas. Et ça pose un problème que l'intérêt national, il peut pas être dans l'Union européenne. C'est impossible. Cette équation, elle est soit le fait de l'ignorance totale du fonctionnement des institutions européennes, et des objectifs menés par l'Union européenne, ou alors, des fois, c'est de la malveillance totale, puisque ceux qui sont à très très haut niveau sont parfaitement informés, ils le savent parfaitement, et quand vous les confrontez en privé à ces contradictions, je peux vous assurer que c'est jamais ce qu'ils se disent en public, parce qu'ils le savent très bien. Effectivement, en public, beaucoup de gens ont peur de s'exprimer sur cette question, parce que on a adopté un débat avec toujours la posture de l'épouvantail. Si vous osez parler de l'Union européenne, vous êtes l'extrême droite, le Front National, etc. Bon, argument qui est en train de plus en plus d'être balayé. Ça tiendra de moins en moins longtemps. Toutes ces rhétoriques-là qui visent à assimiler les gens en fonction de « Ah bah, ils pensent ça, c'est l'extrême droite ». Ça tombe, ça tombe. Tous ces trucs-là s'effondrent les uns après les autres. Et même ceux qu'on a vus, soi-disant même dans la dissidence, c'est-à-dire hey, c'est les sionistes et tout ça est en train de s'effondrer. C'est plus aussi évident. Les choses sont beaucoup plus complexes, en tout cas, que ceux qui voudraient nous le faire croire, avec à chaque fois une explication par l'alpha et l'oméga de tout, par un dénominateur, c'est tout. Ça, c'est un peu trop facile. En tout cas, c'est ne pas voir l'aspect total du problème. Et c'est en occulter certains aspects. Et là, donc Macron, c'est un peu ça qu'on vit avec son programme. Alors oui, il vend du rêve, c'est vrai que la gauche, de toute façon, à gauche, c'est tellement tristouné. Il y a qui à gauche? Il y a Valls qui est quand même le Premier ministre de celui qui ne se présente pas parce que son bilan a échoué. Alors, vous voyez, c'est quand même le mec qui va présenter dans une élection présidentielle, qui était Premier ministre, du mec qui ne peut pas se présenter parce que précisément tout a échoué. Donc si lui ne porte pas une part de cet échec et qui vient se présenter devant les gens, on le sent pas du tout. De toute façon, les gens n'en veulent pas. Le rejet de Valls sera le même rejet qu'Hollande. Les gens vont lui mettre une claque dans la figure. Ça me paraît très évident. Il n'a pas du tout en fait le courant là où les soutiens pour que son truc puisse évoluer correctement, puisque après ce bilan catastrophique du quinquennat, il va tenter de nous expliquer, c'est pas de ma faute, je vais faire mieux, attention, machin, parce que c'est quand même surréaliste qu'il y ait des gens, ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir, et vont venir nous expliquer, attendez, là, j'ai pas pu faire, mais s'il était au pouvoir, comment ferait-il autrement, puisqu'il l'a déjà été, et il nous a démontré son incapacité à le faire. Mais bon,
Ça reste une énigme. Enfin, dans la tête des gens, ça paraît de plus en plus clair. Valls, c'est très creux en plus, hein, vous voyez, il a fait des trucs, bon, il n'a pas grand-chose à proposer, hein, à part les valeurs de la République. Ils nous ont fait une belle présentation avec son discours d'inauguration à Évry, où on a placé bien judicieusement un noir, un blanc, un asiatique, même si les races n'existent pas, hein, c'est bien sûr, c'est ce qu'on vous explique toute la longueur de temps, évidemment, hein, le politiquement correct, alors que pourtant, à l'image, on a bien vu qu'il a voulu donner, comme il le dit, l'image de la France. C'était comme ça d'ailleurs que c'était interprété dans les médias, c'est l'image de la France d'aujourd'hui, etc. Et qu'on sentait bien que dans la volonté de Valls, mais comme dans celle de Macron, c'était à peu près la même image d'ailleurs, avec ce nouveau standard de politique à l'américaine, où on voit, vous savez, un peu ambiance one-man show, il est comme ça un peu sur une estrade, et puis il y a tout un public derrière et un public devant, si bien que comme ça, il y a une espèce de notion très... j'ai envie de dire, au niveau du peuple, puisque vous n'êtes plus seul face à une foule, donc un peu façon très verticale, mais aussi vous avez des gens à côté de vous, ça vous met au même niveau, etc. Ça donne, c'est une nouvelle, voilà, c'est de l'image un peu politique. Donc pour le coup, ces gens-là ont compris ça, ils vous ont fait une pub Benetton derrière eux pour dire, bah voilà, c'est la France d'aujourd'hui, etc. Ils comptent bien évidemment sur ces voies-là pour vendre. C'est normal, c'est du marketing, tout ça est du marketing. Mais Valls, n'oublions pas, c'était celui quand il se baladait sur le, comment dire, sur la place à Ivry lors d'un reportage, vous savez, de M6, où il dit la fameuse phrase, vous connaissez, mais moi, quelques blancs, quelques whites, quelques blancos, parce que ils sont en train de filmer dans sa ville, et quelle belle image de notre ville. Donc ça, c'est la réalité. Voilà, ça, c'est, vous voyez, c'est quand la réalité vient comme ça un peu s'immiscer à la télévision, c'est ce petit passage mémorable avec Valls. Donc bon, il nous la joue la diversité, c'est dans l'air du temps. Et puis le Parti Socialiste, sincèrement, il n'a pas tellement d'autres options, hein. Il a perdu tout l'électorat populaire. Il s'appuie sur cet électorat des banlieues. Cet électorat des banlieues, eh ben, on en reparlera, mais cet électorat des banlieues, il y a des choses aussi qu'il faudrait qu'ils se questionnent. Pourquoi ces gens-là votent tous Parti Socialiste? Pourquoi voter Parti Socialiste, hein? Alors que le Parti Socialiste, c'est le parti anti-France, par excellence. Je veux dire, autant, c'est vrai, l'UMP est anti-France, attention, mais le Parti Socialiste est particulièrement plus anti-France que les autres. Il a vraiment cette... c'est inscrit dans son logiciel à chaque fois, en fait, que les socialistes, finalement, sont passés. Ils ont encore plus détruit la France que les autres. Malheureusement, c'est un constat que je suis obligé de faire après toutes ces années. Les socialistes sont particulièrement, mais particulièrement anti-France. Et... là, bon, ils sont à l'offensive, la gauche est éclatée, il ne reste plus grand-chose, hein, un président, le leader, qui est devenu la risée planétaire, hein, on ne peut pas dire autrement. Voilà, ouh, le Mossad intervient direct, là, tu vois. Mais oui, en fait, voilà, la risée planétaire. Donc, qu'est-ce qui reste? Le Premier ministre qui est en embuscade, qui essaie de nous faire croire qu'il n'est pas responsable d'un bilan catastrophique, mais qui va essayer de vous vendre, pareil, hein, sur ces vieilles recettes, mais on a l'impression vraiment des vieilles... vous savez, quand vous avez mangé un plat de lentilles, puis on vous l'a servi pendant... Puis c'est toujours le même, puis ça fait 10 ans que c'est le même, puis 20 ans, toujours le même. À la fin, vous savez, quand on vous ramène le plat de lentilles, bah, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous jeter dans la figure. Mais c'est un peu ça, Valls, il va nous resservir le même plat de lentilles qu'on nous a servi depuis 20 ans, 30 ans, avec un peu de République, la République des valeurs, et on va tous vivre ensemble, et c'est génial, etc. Mais discours qui ne mènent à rien, en tout cas qui parlent à moins en moins de personnes. Parce que de plus en plus de personnes, je pense, sont piquées au réel. Il n'y a plus le monopole de l'information, donc l'information elle est globale, hein, en tout cas elle est beaucoup plus horizontale, elle est plus seulement, c'est plus seulement émetteur-récepteur, non, il y a déjà l'échange, et en plus de ça, le nombre d'émetteurs, il est de façon horizontale, il est exponentiel avec les témoins que vous tous pouvez être, qui vont fournir à chaque fois de l'information, qui nous dresse un portrait à la fin, quoi. Et ce portrait, on voit bien ce qu'il est en train de laisser apparaître, hein, sur la situation du pays de façon globale. Là, ce que je vois en plus sur ce programme toujours de Macron, voilà, alors toujours évidemment, je vous dis, au niveau, on va investir, on va changer
comment on appelle ça, on va investir dans les banlieues, on va investir, alors ça c'est très 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 important. Il parle de donner une autonomie totale aux collectivités locales et territoriales. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Eh bien, c'est encore le projet des eurorégions, hein, voilà, que l'UPR avait dénoncé depuis très longtemps, qui revient par la fenêtre. Et ouais, et oui, donc c'est vraiment le candidat européen, Macron. C'est vraiment le candidat de toute l'oligarchie européenne, etc. D'ailleurs, il annonce sa couleur, il le dit. D'ailleurs, il s'en fait un argument de campagne, il s'en fait même un argument marketing, puisqu'il dit dans son discours, ils sont tous europhobes, eurocritiques. Voilà, c'est pas difficile. Voilà, donc il se place comme l'Européen. Justement, il fait l'inverse, évidemment, pour se positionner. Moi, je suis pro-Europe, etc. Hein, et donc, c'est ce pro-Europe. C'est à la fois, je vous dis, donc évidemment, on l'a compris, hein, sur le côté de toutes les orientations politiques que veut donner la Commission européenne, en tout cas qu'elle veut imposer à la France depuis longtemps, donc ils vont l'achever complètement. Et sur ce volet de la modification de la gestion des collectivités territoriales, bah, il le porte aussi, il le dit. Et il nous explique, il va falloir plus d'autonomie. Hein, plus d'autonomie pour les collectivités territoriales, qu'elles puissent, et sur des domaines aussi différents que, évidemment, la gestion des infrastructures, ce qui pourrait paraître normal, hein, on n'est pas encore trop choquant là-dessus, mais plus étonnant pour l'éducation. Voilà, là, quand même, ça devrait un peu plus nous interpeller. Donc, il reprend à son compte, clairement, le projet, de toute façon, des eurorégions. Hein. On connaît maintenant les européistes. Penser qu'ils abandonneraient un projet, c'est illusoire. L'européiste est quand même acharné. Hein. Si vous n'avez pas compris, depuis 60 ans, ils nous refilent leur truc. Donc, à chaque fois qu'ils auront un projet, ils vont toujours... Voilà, ils attendent, ils voient, là, c'est pas le moment. Il y a eu le référendum en Alsace, il y a eu machin, ça bouge en Bretagne. Ben, on attend un peu, machin. Là. Et là, le projet revient carrément dans les bagages du candidat. Bon, on est tranquille. Comme ça, si c'est Macron, eh ben, vous êtes sûr que vous aurez les eurorégions. C'est dans le programme. De toute façon, Valls, il avait commencé le boulot. Il a fait ce qu'il a pu. Il a comment dire, divisé le nombre de régions, on a regroupé, etc. Donc, il avait commencé le boulot. Maintenant, il faut finir le boulot. Vous êtes toujours par étapes. On peut pas... c'est le saucissonnage. Hein. Faut pas couper la jambe tout de suite. Même si Fillon, il nous dit qu'il va nous couper les deux bras, les deux jambes. Mais bon, ils y vont tout doucement. Et là, Macron, lui, vous explique, bon, bah voilà, il va passer à l'étape d'après. Donc, l'autonomie pour les collectivités locales, les collectivités territoriales, qui pourront, peut-être même comme le demandent certains en Alsace, passer des accords avec des États, je ne sais pas jusqu'à quelle mesure hein, on laisse cette autonomie. Mais alors, tout ça, c'est pareil, il y en a qui vont me dire « mais c'est super, justement, on va décider, machin, etc. » Non, c'est pas super du tout, parce que dans la situation de partition dans laquelle elle est la France, on veut encore accentuer cette partition avec justement de l'autonomie qu'on va accorder à certaines régions par rapport à d'autres, qui vont à ce moment-là encore plus se fracturer, encore plus se séparer. Ça veut dire que la fracture sociale, territoriale, ethnique, et puis aujourd'hui, qui est même administrative, puisque il y a moins de services administratifs, il y a des endroits où les services administratifs ne vont plus. Vous savez que la Poste, il y a des endroits où ils ne livrent plus. Hein, ils ne vont plus dans certains endroits. Voilà, c'est comme ça qu'on en est. Donc ça veut dire que cette autonomie administrative, eh ben, elle va complètement renforcer la ghettoisation, même s'il nous dit « Ah, on va faire de la mixité sociale ». Ça, c'est un grand mot qui est revenu à la mode, qui a été bien inspiré depuis les années 90, hein, qui a été bien monté, puis grave au début des années 2000, alors on ne parlait que de ça. Hein, on ne jurait que par la mixité sociale. Donc là, ça, c'est pareil, c'est des mots... Hein, on vous les balance, mais on ne s'attarde jamais sur le sens réel. Voilà, attendez, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'on vous le balance comme ça, c'est la mixité sociale. Et puis c'est comme tous ces mots hein, de toute la vulgate gauchiste depuis 30, 40 ans, c'est devenu des slogans, c'est devenu des dogmes par eux-mêmes. C'est-à-dire à chaque fois en plus que vous oseriez remettre ça en question ou éventuellement... Hein, poser une question, douter, vous voyez, questionner. Eh ben non, c'est pas possible, parce que c'est déjà le doute, donc on ne touche pas au dogme. Alors la mixité, c'est-à-dire quand vous partez du postulat, c'est bien, mais on ne peut pas réfléchir. Et alors la mixité sociale, on vous dit que c'est parce que, effectivement, les quartiers sont pas assez mixés. Donc on parle mixité sociale. D'ailleurs, c'est un joli terme, un joli mot
encore une fois, pour cacher la mixité ethnique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit clairement, la mixité sociale. La mixité sociale me fait doucement sourire, parce que la mixité sociale, en fait, cache une vraie mixité ethnique. Et c'est ça qui fait peur, enfin qui fait peur, parce qu'on ne veut pas aller dans le débat. Alors on nous a dit, c'est la mixité sociale, on va, et c'est ce que prépare le gouvernement, il a fait il prépare ce projet-là, en particulier là, ils veulent lancer cette opération dans le 18e, puis ensuite faire ça dans toute la France, c'est-à-dire qu'on imposerait en fait le collège pour forcer, en gros, les habitants des quartiers dits favorisés à aller dans des collèges qui sont justement des collèges dits favorisés et inversement des gens des quartiers dits défavorisés à aller dans le collège dit favorisé. Voilà. Donc au nom, vous vous en doutez bien, des bons sentiments humanistes et égalitaristes qui sont l'apanage des gens de gauche, c'est-à-dire imposer le bien contre tout le monde, même si on n'est pas d'accord. Voilà, ça ça s'appelle le totalitarisme, hein, mais bon. Et ce totalitarisme égalitaire, eh ben, il prend corps dans cette loi, donc on vous explique qu'on va forcer la mixité. Alors quand bien même que si on arrive à cette situation, c'est non pas parce que il y a une volonté de parquage, comme on nous l'a souvent fait croire, pour moi, dans l'imaginaire populaire. C'est comme ça que ça a été entretenu, même pendant des années, par tous les discours du rap, par tous les tenants, par toutes les associations, c'est-à-dire on nous a parqués, on nous a parqués, on nous a parqués. Alors que le problème, il est peut-être à prendre à l'envers. Parce que parquer, non, on n'a pas parqué les gens. Au départ, les gens étaient mélangés. Parce que dans les années 70 encore, les cités étaient extrêmement métissées. Hein, moi-même, je vivais en cité déjà à l'époque. Et déjà à l'époque, beaucoup de familles justement blanches, les Européens, les Français, comme on dit aujourd'hui, puisque c'est devenu le terme réducteur absolument imbécile de ceux qui disent que pour être français, il faut être blanc. Hein, eh bien, ces gens-là ont fui les banlieues. C'est une évidence. Ils ont fui. Parce qu'ils ont fui l'ambiance, ils ont compris dès le début. Et ça s'est vidé petit à petit. Alors il est resté encore des blancs dans ces banlieues, mais ce sont des gens qui sont au bas de l'échelle sociale et qui de toute façon ne pouvaient pas aller ailleurs. Mais par définition, tout ça a volé en éclats. Ce joli monde multiculturel qui est en fait un monde de Mickey, hein, mais qui n'a jamais, qui tient sur une pseudo-paix sociale qu'on voudrait nous présenter comme l'alpha et l'oméga du monde parfait et possible. Hein, alors quand bien même que ces gens, souvent, et c'est une réalité, qui vous vendent ce monde-là, n'habitent pas dans ces endroits-là. On le sait, la majorité des journalistes télévisuels, hein, des hommes politiques que vous allez voir, c'est des gens qui sont payés 10 000 € par mois et qui habitent dans des zones, croyez-moi, où avant qu'ils puissent voir un migrant, faut qu'ils fassent des kilomètres. Mais c'est la réalité. Mais cette réalité-là, bien sûr, interdit d'en parler. J'imagine que vous allez dire ça sur un plateau télé, c'est les foudres, etc. Et c'est ça la réalité. C'est que ces gens-là, ils vous vendent un monde, mais eux n'ont pas à subir ce monde-là. Évidemment, ils n'ont pas à subir ce monde-là. C'est pour ça que ils vont jamais, ils vont conserver leurs petits privilèges au nom d'une bonne conscience, voilà, espèce de bonne conscience égalitariste de gauche. Voilà. Alors c'est ces gens qui ont des bonnes idées de dire on va faire la mixité, on va mélanger, on va machin, voilà, et qui ne tient pas compte, encore une fois, des réalités. Les réalités. Et les réalités, c'est quoi? C'est que face au réel, les gens qui habitaient là, ils sont barrés. Donc s'ils se sont barrés, c'est peut-être pas pour leur expliquer, on va vous forcer à vous remettre ensemble puisqu'ils se sont barrés. Et qu'ils avaient peut-être, s'ils se sont barrés, ils avaient aussi des bonnes raisons pour partir. Mais ça, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas l'écouter parce que immédiatement, les réflexes de la plupart des gens, quand on va aborder ces questions-là, c'est de vous dire, vous êtes raciste, vous êtes machin, etc. Voilà. Donc c'est une déformation du gauchisme. Hein. Là, je suis désolé, mais les GG, c'est une déformation. De toujours raisonner par les réflexes et ne pas... D'ailleurs, s'attarder sur le message. Hein. Voilà, encore une fois, tellement plus facile de s'attaquer au messager plutôt que répondre au message. Mais c'est le message qui est important. C'est le message. Donc voilà, cette identité, ça va être le cœur du débat. Finalement, ce qui donne raison, ça me fait faire ma transition,
à ce que, évidemment, disait depuis longtemps le Front National sur ses idées d'immigration, ils ont gagné cette bataille idéologique. Alors, me faites pas commencer à me dire, oui, ça y est, t'es devenu la promo de Marine Le Pen, machin. Non, j'observe ce qui se passe, j'observe la vie politique, et voilà, on en tire des analyses, c'est tout, hein, comme tout le monde. Et ce que j'observe, c'est qu'effectivement, là, Marine Le Pen, elle est en position où son combat idéologique, en tout cas, qui a été mené, et au départ, évidemment, par son père, sur l'immigration, sur le danger et l'identité culturelle française, aujourd'hui représente le cœur du débat. Et même ceux qui sont à gauche sont obligés d'en parler. Alors c'est là que c'est intéressant, parce que même ceux de gauche qui vont, comment dire, qui vont avancer leur ligne aussi, sont bien obligés d'avancer. Et là, ils nous donnent eux aussi leur définition de l'identité. Et c'est qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est très intéressant, parce que les mecs de gauche, ils arrivent et qu'est-ce qu'ils vous disent tous? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, bah, l'identité française, c'est une bouteille vide. L'identité française, on y met ce qu'on veut. On la prend, voilà, je mets du rouge, je mets du bleu, je mets ce que je veux dedans. Il n'y a pas de base. Et ça, c'est toujours dans cette logique de, bon, bah, ça n'existe pas. Les Français, français, ça, en fait, c'est une notion vague. Français, ça ne veut rien dire. Voilà. Tout, et au nom toujours de l'égalitarisme, hein. Si vous y pensez, c'est au nom de l'égalitarisme, parce que tout se vaut. C'est le même discours qui vous dit on est tous humains. Voilà, c'est le même grand discours, c'est la grande notion égalitaire, on est tous humains. Hein. Sur la question des migrants, on va tous vous dire, celui qui ne s'enjoint pas à dire ah ben non, c'est super que tous ces gens arrivent, vous n'êtes plus humain. D'ailleurs, c'est le sort destiné au racisme. Le but des gens de vous faire passer pour un raciste ou un extrémiste, c'est de vous déshumaniser afin qu'on puisse s'attaquer à vous de tous sens. Comme ça, on vous fait taire. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que les gens, hein, ils ont très très peur de cette idéologie antiraciste, parce qu'elle est foudroyante. Alors, il y en a qui bravent et qui s'en foutent et qui osent justement braver l'idéologie, quitte à prendre des coups, quitte à aller dans l'arène. C'est comme ça. Mais ces gens-là, ils ne font que sortir, en fait, d'une ambiguïté et qui est devant nous, et qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, quoi, hein, au bout d'un moment. Voilà. Et c'est le cœur du débat, qui, de toute façon, qu'on verra aussi dans la deuxième partie, parce qu'il y a pas mal... il y a pas mal de choses à dire justement sur cette notion du multiculturalisme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on y met derrière? Parce que c'est pas du métissage. Hein. Le métissage, qu'on ne parle pas de métissage, moi-même je suis métisse, donc je ferai argument ad hominem, argument d'autorité en tout cas, pour dire ne venez pas me gonfler avec vos histoires de racisme, parce que moi depuis que je vis, SOS Racisme, je le vis à la maison depuis que je suis né. Donc qu'on vienne pas me parler de réconciliation noir-blanc, s'il vous plaît. Mais le métissage qu'on observe en ce moment, c'est pas ça. C'est pas du métissage, justement, qui est un vrai métissage. C'est-à-dire, c'est comme ça, le métissage. Ça finit par se lier, ne former qu'un. Non, 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 non. Là, ce qu'on parle, c'est du vivre à côté. C'est tu es comme tu es et accepte-moi comme je suis. Moi, avec mes coutumes, etc. Il ne s'agit pas de se métisser, il ne s'agit pas de se mêler. Hein. Le métissage, ça implique la notion de se mélanger. Hein. C'est un peu comme les Français dans l'histoire de France initiale. On le sait très bien que les Francs arrivent, hein, avec les tribus franques, et que quand Clovis va s'installer, il va installer un pouvoir, on va dire, on interdit justement le tribalisme, les Francs, on doit se métisser avec ce peuple gallo-romain. Voilà, on est obligé de se mélanger, ne former qu'un. Parce que quand on va se mélanger, ben on va former qu'un. Mais là, ce qu'on vit en ce moment, c'est pas du métissage. Qu'on me dise non, c'est pas du métissage. Ce qui se passe en ce moment, vous voyez bien que c'est du vivre à côté. C'est pas du métissage. Le métissage, hein, on se trompe encore sur les mots, mais même de l'autre côté, hein, ceux qui nous parlent, qui dénoncent, qui disent « Ouais, alors le métissage, c'est non. » Mais c'est même pas du métissage. C'est pas du métissage, ce qu'on vit. Ce qu'on vit, c'est qu'on force justement des peuples à vivre ensemble, et des peuples qui n'ont ni le souhait, ni l'envie de vivre ensemble. Mais sauf que pour le politiquement correct, on va s'empêcher de se le dire. On va s'empêcher combien de temps? C'est un peu comme dans un couple, au bout d'un moment, si vous entendez plus avec votre copine, vous allez bien lui dire. Alors ça mettra du temps, ça va maturer, ça va peut-être... Mais au bout d'un moment, ça sortira, c'est logique. Et il vaut mieux que ça sorte. Et après, on parle justement de divorce à l'amiable. Hein, on parle de... Voilà, on va pas casser toute la baraque, etc. On essaie de raisonner en civilisé, en prenant les choses pour ce qu'elles sont. Mais c'est exactement, pour moi, ce qui est un peu
là, en train de se passer, c'est de ne pas vouloir comment dire, comprendre en fait quels sont les phénomènes, quelle incidence en plus ils peuvent avoir à long terme. Et quand on a cette vision globale eh ben, de se projeter et d'avoir les bonnes analyses en tout cas. Parce que forcément, quand on se projette sur la situation actuelle et on ose porter de savoir voilà, qu'est-ce qui va se passer dans 20-30 ans, il n'y a rien de très encourageant. Hein, au regard justement des 20 dernières années qui viennent de se passer, hein, et des changements et des bouleversements qui ont eu lieu dans le pays. C'est quand même pas très simple. Voilà, c'est une évidence pour moi de comprendre ça, quoi, quand même. Voilà. Alors, au niveau, évidemment, donc tout ça, ben, je pense que ça va jalonner la campagne. On va voir comment vont se positionner les uns et les autres, etc. Ils essayent de monter, c'est pour ça que j'en profitais, oui, de parler un peu au FN, bon, espèce de clash bidon sur l'histoire de l'IVG. Bon, je sais pas si c'est les médias qui montent ça, mais moi, je trouve que voilà, c'est vraiment insignifiant. Ils perdent un peu de terrain en ce moment parce qu'ils sont pas, ils s'embrouillent pour la couleur de la peinture de la voiture. Enfin, je trouve ça insignifiant, les défis, les enjeux par rapport à ce qu'ils ont essayé d'amener. Là, voilà, ils se perdent en tout cas dans des faux débats, alors que ils devraient parler justement de cette Union européenne. À la limite, les seuls qu'on en parlé, c'est le Front National et c'est Macron, hein, pour le moment, parce que la droite, ils n'osent même pas l'évoquer. Valls, pareil, voilà, on a vu candidature de Vincent Peillon aussi aujourd'hui. Donc Vincent Peillon aussi qui est dans la liste. Alors, bah, vous le connaissez, l'ancien ministre de l'Éducation, franc-maçon affiché avec toutes ces phrases qu'il nous a sorties. La laïcité, c'est la religion de la République. Une révolution ne peut s'accomplir qu'une fois que la République aura sa religion, etc. Enfin, bon, on a quand même un portrait un peu, hein, la nature mystique, hein, et on va dire, de l'idéologie qu'il porte. Moi, je crois pas du tout à cette candidature. Hein. Vincent Peillon, c'est pas l'homme qui a laissé un souvenir impérissable non plus à l'éducation nationale. C'est lui qui a enclenché déjà ce qu'avait enclenché de toute façon Xavier Darcos à l'époque, mais qui sont évidemment tous ces grands projets de révolution dans l'éducation nationale où on sape l'autorité, on vous explique c'est l'enfant qu'il faut amener à accoucher son esprit parce qu'il a tout, il est né intelligent. Enfin, vous voyez, ce genre de conneries qu'on menait, ces situations intenables dans les établissements où il y a des violences comme c'est pas permis partout. Hein. J'ai quand même été surpris de voir il y a quelques jours encore un reportage où on voyait des professeurs donc qui, pour faire face aux violences, on avait organisé des cours avec des gendarmes, c'est-à-dire qu'ils prenaient des cours de self-défense. Attendez, je vous assure, c'est ça que je vous dis, cette espèce de déni de la réalité. On croit toujours qu'on va trouver des solutions pour régler les problèmes, et on vous dit c'est ça, comme ça qu'on va régler les problèmes. Donc bientôt, les profs devront suivre une formation commando, peut-être qu'on va... hein, et puis dans 20 ans, on en est au débat, alors est-ce que les profs, on doit leur donner des armes létales ou pas? Non mais, ça va être... Vous vous rendez compte du surréalisme quand même de la situation, hein, c'est ça, c'est là que je fais réagir les gens, pour vous dire, attendez, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Hein, il faut arrêter quand même, il faut voir où est-ce qu'on en est en France en 2016. Voilà. Quand je vois moi, ce genre de reportage, justement, je suis édifié de me dire on en est là. On en est à des cours de commando pour les profs. Hein, et c'est quoi la prochaine étape encore? Il va falloir bientôt des nounous armés dans les maternelles, peut-être des tours de vigie pas loin des collèges. Mais enfin, non, mais attendez, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Et donc, si on ne prend pas le problème de fond, c'est de l'attaquer déjà, le problème, par les mots, et déjà bien l'identifier. Mais pour ça, il ne faut pas s'en empêcher dans le débat. Et c'est ça qui est difficile, évidemment, hein, parce que dès qu'on arrive dans le débat, bah, les gens n'arrivent plus à garder, en fait, les choses sur un plan intellectuel. Ils veulent toujours vous porter dans le pathos sur de l'émotionnel, sur de la réaction, sur de l'affectif. Hein. Et on n'est plus dans la raison, on est dans des instincts primaires. On n'est plus justement dans l'élévation un peu intellectuelle. Pourtant, c'est là que se devrait jouer le débat. C'est là qu'on pourrait essayer de trouver quelque chose, une solution peut-être qui soit acceptable, justement
dans un débat. Mais autrement, c'est pas possible si on n'est que dans le pathos. C'est-à-dire que dès que la personne soulève le problème, on a la réaction immédiate, comme un espèce de réflexe de Pavlov. Ah non, raciste, salaud. Alors, on ne pourra jamais avancer. On ne pourra jamais avancer. Donc voilà. Mais ça, c'est à vous, à nous, voilà, au moins d'y réfléchir ensemble et de se poser des questions, quoi. Parce que c'est quand même notre pays qui est en jeu. C'est pas rien. Hein. L'identité, c'est pas, c'est tout ce qui reste. Vous savez, derrière l'identité, il n'y a plus rien. Si la France n'a plus d'identité, elle n'existe plus. Donc, on a beau se battre pour toutes les souverainetés du monde, si vous n'avez plus de personnes qui s'identifient pour se battre, votre souveraineté, elle ne sert à rien. Et ce combat de souveraineté, il ne sert à rien. Ça, c'est aussi, voilà, même dans les positionnements des partis politiques, souvent, on me parle souvent de l'UPR et du combat de souveraineté, qui est évidemment noble, évidemment que c'est très important le travail qu'ils font. Ils refusent de se positionner, évidemment, sur cette question d'identité. Ils savent qu'on marche sur des œufs, pour ne pas dire sur des bombes atomiques. Mais pourtant, c'est ça le courage. Hein. C'est aussi ça, c'est Jaurès qui disait, le courage, c'est de dire, comment dire, de dire la vérité. Donc voilà, c'est ça le vrai courage. Hein. Donc bon, la situation n'est pas exacte, je m'en souviens plus sur le coup, mais c'était ça qui disait le courage. C'est d'établir la vérité, de la dire. Mais c'est profond, c'est exactement ça. Et quand je parlais justement de l'UPR, je disais ça au sens où si ils pensent que tout le combat pourra jouer sur le plan de la souveraineté politique qu'on a déjà perdu et qu'il faut récupérer, c'est une évidence. Eux, ils pensent que c'est la condition sine qua non qui sauvera l'identité. Mais si l'identité elle-même est attaquée et qu'on perd l'identité, le combat pour la souveraineté, alors, ne servira plus à rien. C'est ça, c'est comme ça le schéma des choses. Parce que la démocratie, la nation, il faut bien qu'elle s'exerce, la nation, justement, avec une identité, puisqu'une nation, elle est bien référente à un peuple. Et ce peuple, il est bien référent à une identité. Si cette identité n'existe plus, le peuple n'existe plus, la nation n'existe plus. Et donc, pourquoi se battre pour une souveraineté d'un peuple qui n'existe plus? Ça n'a pas de sens. Donc la souveraineté est essentielle dans la prise de conscience du combat, même patriotique pour la France. Ceux qui veulent évincer, éluder cette question, peut-être ils n'en comprennent pas l'urgence et ils n'en comprennent pas l'importance et la teneur. Parce que si, comme je vous dis, hein, s'il n'y a plus d'identité, il n'y aura plus de nation, il n'y a pas de démocratie non plus, et la souveraineté ne sert à rien. Hein, une souveraineté sans peuple, je ne vois pas... Les gens d'ailleurs ne la demanderont pas parce qu'il n'y aura pas de peuple. Pourquoi demander une souveraineté s'il n'y a plus de peuple? En fait, les élites ont trouvé effectivement le moyen de faire disparaître le peuple, en créant deux peuples, accessoirement. Mais, in fine, ce beau feu d'artifice fait qu'il n'y aura plus de peuple, in fine. Une espèce de magma, hein, et que tranquillement, on va rentrer tous. Hein, rappelez-vous la phrase de Sarkozy, nous allons tous aller vers le nouvel ordre mondial, on ira tous dans cette belle Union européenne mondialiste, hein, puisque de toute façon, il n'y a plus de peuple, espèce de magma, de gloubi-boulga, d'un amas qu'on veut nous faire croire, qui aujourd'hui devrait symboliser un peuple qui n'existe pas, et que d'autres d'ailleurs, hein, se seraient bien débarrassés accessoirement, parce que c'est ça la réalité, c'est que les élites s'en foutent complètement, mais alors complètement du peuple, hein. Faut réaliser, quoi, c'est clair. Pour eux, le peuple, tout ce qui est populiste, entre guillemets, hein, et particulièrement le peuple français, alors là, ils s'en foutent, parce qu'en France, oui, il y a d'autres peuples à qui on accorde toute importance, mais quand il s'agit du bon petit blanc français, tout le monde s'en fout. Alors j'en ai rien à foutre que les gens me disent « Oui, mais pourquoi t'en parles comme ça ?» Ben j'en parle comme ça parce que si un blanc, en fait, j'ai remarqué, parle de ça, il se fait traiter de raciste. C'est quand même extraordinaire. Hein, alors que tous les autres ont le droit de défendre leur chapelle. Hein. Alors, il ne s'agit pas de monter la guerre des chapelles, mais il s'agit de dire arrêtons cette imposture qui voudrait faire croire que tous les mots viennent d'une seule chapelle et que tous les autres, par contre, sont super, mais eux ont le droit à tous les droits et les autres de cette chapelle, ah bah non, dès qu'ils s'expriment, ça devient des horribles personnages, des vilains à abattre, à traîner devant les tribunaux, à casser la vie, parce que c'est ça en plus, hein, la vie des gens qui essayent de toute façon de parler ou de se lever, d'essayer d'un peu d'expliquer quelque chose, bah vous comprenez bien que ça devient l'enfer. Ça, c'est absolument pas normal, parce que normalement
en France en 2016, on devrait pouvoir s'exprimer. Mais c'est pas le cas. C'est très loin de là. Oula. On est dans un régime, en tout cas, complètement totalitaire de ce point de vue-là. À pas confondre d'ailleurs liberté d'expression et liberté d'insulter. Mais bon, ça c'est... Je sais que vous savez faire la différence, chers amis qui nous regardez, j'en doute pas. Je ne remets pas en cause votre intelligence là-dessus. Bon, bah, ça nous permet comme ça de faire la petite pause, c'est parfait dans le timing, et puis de revenir. Après, restez connectés sur meta.tv, à vous la régie.